heureux pour ces clochards misérables délaissés à eux-mêmes. Mesdames, Messieurs, bonjour. Et j'allais dire bonne fête de l'enfance, mais ce n'est pas un jour de fête. C'est malheureusement un jour qui commémore un massacre des enfants innocents à Soweto. Et ce prétexte a été utilisé aujourd'hui depuis 30 éditions pour penser à l'enfant africain dans sa souffrance globale. Cette souffrance peut être physique, elle peut être morale, elle peut être comportementale, elle peut être de tous ordres. Bienvenue à tous dans ce live de la journée de l'enfant africain 2020, en remerciant le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, qui a bien voulu que ça se fasse et qui a accompagné l'association des blogueurs du Cameroun pour rendre possible cet événement, en remerciant également le gouvernement du Cameroun à travers le ministère des Affaires sociales. Bienvenue dans ce live qui aura pour articulation de faire le point sur la situation de l'enfant au Cameroun, avec une emphase sur l'accès à une justice adaptée aux enfants en Afrique, qui est le thème consacré à cette 30e édition de la journée de l'enfant africain. Vous savez qu'à l'occasion de cette journée de l'enfant africain, l'UNICEF a organisé un concours de rédaction ouvert aux journalistes, aux blogueurs, aux web journalistes, pour qu'ils produisent des articles, des riches médias pour décrire la situation de l'enfance au Cameroun. Nous aurons, à l'occasion de ce live, les résultats de ce concours tant entendu. Je sais que vous êtes nombreux sur notre page et sur les pages associées à attendre ce résultat. Et pour nous guider, je voudrais introduire celui qui, depuis la matinée, ne cesse de courir les événements de part et d'autre. Je pense qu'il y avait un point de presse, il y avait une présence au niveau de la prison centrale de Koningui, la prison des mineurs en tout cas. C'est M. Jean-Pierre Edouard, qui est le directeur de la protection sociale de l'enfance. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour Dania, et je voudrais vous remercier pour nous avoir conduit à cette rencontre. Surtout vous remercier d'avoir ouvert une autre porte dans ce combat, parce que je préférerais l'appeler ainsi, le combat pour l'effectivité des droits de l'enfant en Afrique, dans ce combat pour l'effectivité de la prise en main par les Africains du devenir de leurs enfants. Et enfin, un combat pour que chacun d'entre nous se sente une responsabilité dans ce qui arrive de bien ou de mal à nos enfants. Très bien. Je tiens à rappeler à ceux qui nous regardent que Daniel Gondé, c'est moi. Et Jean-Pierre Edouard, c'est lui qui vient de prendre la parole. Donc, à ne pas confondre, bien entendu, c'est le directeur de la protection sociale de l'enfance au MINAS, qui sera interrogé par 3 panélistes qui n'ont pas été choisis au hasard. 3 téméraires du monde des médias et surtout du monde des multimédias. Quand on dit téméraire, il n'y a rien de péjoratif, mais la plume est à la fois salée, sucrée, pimentée, selon les cas. Et pour les présenter, si j'y arrive, je voudrais commencer peut-être par le seul coq, une fois n'est pas coutume, parmi les 3 panélistes, c'est le Camerounais qui a le plus porté le blogging à l'international. C'est souvent le paradoxe avec nos ambassadeurs au plan international, plus visibles à l'international qu'au plan local. Florian Guimis, c'est un blogueur réputé, reconnu et chevronné, patenté, puisque ayant reçu plusieurs prix au niveau international, avec notamment RFI, la Deutsche Welle, dont il a été d'ailleurs l'un des membres du jury après. Il a reçu le prix du jeune écrivain francophone, et c'est quelqu'un de la société civile qui est très connu pour sa plume et sa satire. Bonjour Florian. Bon, pas très souvent habitué au micro, mais c'est pas grave. Comment ça va Florian? Ça va très bien. Bien. À ta droite, Muriel Etondet, très connue dans une radio de la ville, journaliste. Bonjour Muriel. Bonjour Dania. Voilà. Et puis Olive Atalana, qu'on lit beaucoup ces jours-ci, qui n'est pas toujours tendre en ce qui concerne les chiffres et ce qu'elle appelle les contradictions sur la santé notamment et ce qui se passe autour du Covid-19. Bonjour Olive. Bonjour Dania. Membre de l'ABC, l'Association des blogueurs du Cameroun, et journaliste. Alors, si vous en avez convenance, nous allons marquer le premier arrêt de ce live. Il s'agit des enfants qui nous rappellent qu'ils ont des droits. Et la vérité est toujours dite par les enfants eux-mêmes. Regardons.
Bachar. Mounina. Mohamed. Marietta. J'ai 15 ans. 8 ans. 12 ans. 10 ans. 11 ans et demi. Le droit de dire ce que je pense. À une identité. D'être aimé. D'avoir une alimentation saine. À la dignité. Droit à l'éducation et à la scolarité. D'être protégé. Droit à avoir des toilettes propres. À une nationalité. Le droit d'être en paix et en sécurité. Droit à la santé. D'avoir une famille et le droit de pouvoir manger à sa faim. Pour chaque enfant, de l'espoir. Oui, on a vraiment besoin d'enfants pour se développer et améliorer l'avenir. Un pays doit avoir une jeunesse dynamique pour pouvoir assurer son développement. Oui, il peut être un héros, pas seulement un héros d'Avengers. Bien sûr. Oui, un enfant peut être un héros en aidant les autres et en aidant lui-même. Nous réclamons nos droits à un foyer. À une enfance heureuse. Et vous, qu'allez-vous faire pour nous? For every child, a bright future. Oui, pour chaque enfant, un avenir radieux. Donc c'est un message de l'Union africaine en compagnie de l'UNICEF. Premier arrêt, Muriel et Condé. Oui, merci Dania de me passer la parole. Jean-Pierre et toi, une fois de plus, bonjour. Bonjour, Muriel. Alors, je vais directement entrer dans le vif du sujet et je m'en vais vous poser la question de savoir, le Cameroun peut-il dire qu'il est un pays qui respecte véritablement les droits de l'enfant? Je dirais sans hésiter oui. Et pour me faire comprendre, je voudrais rappeler ou préciser un certain nombre d'éléments. Pour parler des droits, il faudrait qu'on s'accorde sur un fait. Un droit, c'est ce qui est inaliénable et qui participe de notre vie, de notre développement, de notre plein épanouissement. Et être un pays respectueux des droits de l'enfant, je situe à deux niveaux. Promouvoir tout ce qui participe donc de la vie, du développement et du plein épanouissement et combattre tout ce qui serait entrave. Lorsque j'aurais dit cela, j'ai dit oui, le Cameroun c'est un pays qui respecte les droits de l'enfant. D'accord. Et que fait particulièrement le MINAS au quotidien pour ces enfants-là? Alors, il faut dire qu'au niveau de l'échiquier gouvernemental, le ministère des Affaires sociales a pour mission l'élaboration, la mise en œuvre de politiques de protection sociale des personnes vulnérables, y inclut les enfants. Et pour voir et pour appréhender ce que le ministère fait, il faudrait situer notre action à trois niveaux. Le niveau stratégique où il y a l'élaboration des instruments, de tout ce qui participe à la défense, la promotion des droits de l'enfant. Le niveau structurel qui est l'élément de coordination pour nous assurer que les différents acteurs, chacun à son niveau et en fonction de ses responsabilités, accomplissent ses missions, et le niveau opérationnel qui atteint les enfants de façon tout à fait directe. Le premier niveau, nous avons les documents de politique que nous élaborons, nous avons les grands chantiers en termes de promotion à un niveau plus élevé. Tout à l'heure, je vous ai vu faire, par exemple, j'ai vu le 30e anniversaire de la Convention nationale des droits de l'enfant. Nous avons le plaisir l'année dernière d'être à New York avec 2 députés juniors, d'aller défendre la voix des enfants du Cameroun, d'aller dire les préoccupations qui sont les préoccupations des enfants du Cameroun. Je situe cela au niveau stratégique. Lorsque je descends, le ministère des Affaires sociales a 10 délégations régionales, 58 délégations départementales. Ça voudrait dire que jusqu'au niveau des départements, nous avons la possibilité de nous assurer que les droits des enfants sont protégés et sont promus. Et le dernier, c'est là où nous atteignons les enfants. Nous appelons ces éléments, ce niveau-là, le niveau des unités techniques opérationnelles, où il y a les centres sociaux et les services d'action sociale
qui sont dans les lycées, dans les commissariats, dans les tribunaux, et j'en oublie certainement. Donc voilà à peu près comment s'organisent les ministères des Affaires sociales. Et à chacun de ces niveaux, lorsqu'un élément est élaboré plus haut, le niveau moyen s'assure que l'élément sera disponible partout, et le niveau opérationnel s'assure que les enfants vont effectivement bénéficier. C'est de ça que nous nous occupons du 1er janvier au 31 décembre. Et vous avez l'impression que l'impact se fait véritablement ressentir? Quand je parle d'impact, est-ce qu'on a l'impression que le taux d'enfants de la rue, par exemple, sont touchés par ces actions que mène le ministère? Alors, à ce niveau, il faut voir deux points du problème. Oui. Sans qu'il y ait maladjustment, c'est-à-dire déviation, oui, on voit un impact, c'est-à-dire que nous faisons le plaidoyer tous les jours pour que les enfants aillent à l'école, pour que les enfants aient des actes de naissance, pour que les enfants soient encadrés dans le sein familial. Mais non, là où nous avons des soucis, c'est que nous avons donc des catégories d'enfants qui ne sont pas sur le chemin attendu, c'est-à-dire qui sont des enfants inadaptés sociaux. Vous avez cité par exemple les enfants de la rue, vous avez cité, moi je citerai des enfants qui n'ont pas date de naissance, je citerai des enfants qui sont même en conflit avec la loi par rapport au thème de cette année, je citerai des enfants qui sont violentés, des enfants qui sont abusés, les jeunes filles qui vont en mariage. Est-ce que nous sommes entendus? Oui, mais nous avons peur de penser que le champ social devient de plus en plus difficile à maîtriser. Parce que lorsque vous avez un phénomène, il est assez difficile de savoir à qui directement il faut imputer le phénomène. Lorsque vous interrogez un parent, pourquoi votre enfant se retrouve dans la rue? Il vous dit, j'ai tout fait pour cet enfant, j'ai payé la scolarité, je l'ai mis dans les internats, mais quand il est revenu, il était fumeur, drogué et tout ce que vous pouvez savoir. À qui vous allez imputer cela? Aux parents, probablement. À l'institution scolaire, peut-être. Aux compagnies, aux mauvaises compagnies de l'école. Est-ce que c'est cela le problème? Vous comprenez que face à un phénomène qui ne participe pas de la promotion, de la protection des droits de l'enfant, on peut interroger plusieurs éléments. Donc, oui, on a effectivement conscience que les choses vont, mais malheureusement, on est également conscient et nous avons intérêt à être conscient qu'il y a encore des choses à faire. Et nous sommes convaincus du jour. Tant qu'il y aura un seul enfant qui ne va pas à l'école, qui est dans la rue, qui n'a pas date de naissance, les ministères des Affaires sociales ne devraient pas dormir. C'est-à-dire que les responsabilités sont partagées. Sont partagées, mais je voudrais me faire comprendre. Nous ne nous dérobons pas devant nos responsabilités. Nous restons dans notre position. Non, nous sommes l'État. Nous sommes les garants de la promotion et la protection des droits de l'enfant. Mais nous voulons dire que lorsqu'il faut apprécier l'impact de ce que nous faisons, il faut y aller avec plusieurs viseurs. C'est-à-dire que oui, est-ce que ce que l'État fait donne des résultats? Oui, ça donne des résultats. Mais pourquoi on continue à rencontrer des enfants dans la rue? On s'interroge et l'État s'attaque au phénomène des enfants de la rue. Mais je vais vous raconter une petite anecdote. Lorsque ces enfants, nous voulons aller vers la réunification familiale, vous ne savez pas le combat que nous engageons. Parce que pour que le parent vous prenne au téléphone, pour que le parent accepte de vous écouter, pour que le parent accepte la première rencontre avec cet enfant, c'est souvent pas une heure, pas une journée, des jours, des semaines. Ça voulait dire que oui, je préférais parler des effets de ce que nous faisons. L'impact étant quelque chose de longue haleine, parce que nous pensons que chaque jour, nous essayons de nous améliorer, de tirer des leçons des échecs passés, parce que nous reconnaissons également que ce n'est pas toujours du succès, des échecs passés. Est-ce qu'on a l'impression que les populations ne sont pas véritablement au courant des actions menées par le ministère? Oui, les populations ne sont pas au courant, mais vous savez, les ministères à caractère social sont des ministères très délicats. Un schéma que nous aimons toujours pas, on ne vient qu'aux affaires sociales à rien. On vient toujours aux affaires sociales avec la face attachée, c'est-à-dire quand on est déjà touché par un problème social. Donc, le plus souvent, les populations sont au courant. Mais vous avez un phénomène que je ne vais pas manquer de dénoncer. C'est cette autosuffisance, cette autoglorification, ce sentiment qu'a chaque parent d'avoir accompli son rôle. Et c'est ça qui nous complique davantage la tâche. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant dévie, le parent accuse les autres. Oui. Et à ce moment-là, on se demande à qui il faudrait l'attribuer. Mais nous, on reconnaît notre responsabilité et nous ne voulons pas désarmer. Nous allons continuer, mais nous pensons que la solution finale
Les effets sont là, parce que vous entendez le ministère des Affaires sociales a engagé la sortie des enfants de la rue. Oui. Ce sont les effets. Mais maintenant, l'impact, est-ce que la rue devient vide? Ça demande la participation de tout le monde. On reviendra sur ce sujet en deuxième partie. Mais peut-être, Muriel, pour revenir à toi, je voudrais quand même demander au directeur si justement un arrêt comme celui-ci, le 16 juin, n'est pas un moment plus de réflexion que de festivité. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on met souvent l'accent sur la festivité au lieu du bilan? Alors, je vais vous répondre de deux manières. La première, c'est Jean-Pierre Edouard, le psychologue, et la deuxième, c'est le directeur. Et le psychologue est toujours un peu surpris dans la société camerounaise qu'on veut nous amener des modèles qui sont importés. Tout est festif au Cameroun, tout est festif chez nous. C'est-à-dire qu'en réalité, nous avons toujours des petites occasions pour montrer notre joie de vivre. Quel que soit l'endroit, regardez même les moments les plus délicats, c'est-à-dire les deuils. Vous entendez le dernier chapitre qu'on appelle la collation. À un moment donné, vous les gens vous dites, mais si vous ne mettez pas collation, les gens ne viennent pas. C'est une manière de blâmer. Mais pour simplement dire que ça fait partie de notre manière de voir le monde. Et je suis toujours un peu sûr qu'on peut dire, une journée doit être un moment de réflexion. De qui par qui? Non. Une journée, c'est un moment de réflexion, mais un moment véritablement de mobilisation. Nous préférons le mot mobilisation. Et quand vous mettez la mobilisation, tout peut aller là-dedans. Mais nous n'oublions pas qu'à terme, nous devons dégager les leçons. Qu'est-ce que nous avons tiré? Et nous avons la chance. Au cours d'une journée comme celle-ci, le comité d'experts de l'Union africaine nous donne un thème. On essaie de réfléchir là-dessus et de poser les vrais problèmes. C'est ça notre préoccupation. Mais si on s'arrête au côté festif, comme dit, c'est-à-dire qu'en réalité, oui, c'est une journée, on réunit les gens, non, là, il y a un problème. Mais si nous disons, nous avons un terme, l'accès à la justice, qu'est-ce qu'il en est? Au moins, en se posant des questions, ça attire l'attention de ceux-là, à commencer par nous-mêmes, qui sont chargés de diriger un cadre juridique, de suivre ce cadre juridique et de nous assurer de la pleine possession par tous de ce cadre-là. D'accord. Alors, Monsieur Edouard, la dernière question. En quoi la journée du 16 juin est-elle particulière en cette année? Alors, la journée du 16 juin 2020 est particulière d'abord de par son thème. Vous savez qu'on ne s'attaque pas à la justice tous les jours parce que c'est toujours un thème qu'on aborde avec un peu de retenue. Cette fois-là, on a voulu se jeter à l'eau, c'est-à-dire qu'il faut interroger la justice en Afrique, une justice pour les enfants. Le deuxième, c'est le contexte que vous connaissez, c'est-à-dire le cocktail Covid-19, qui nous pose beaucoup de problèmes, mais je vous surprends, mais qui est également plein d'espoir pour nous. C'est-à-dire qu'en réalité, beaucoup de problèmes parce que le 17 mars, le premier ministre du gouvernement dit, à partir de demain, le 18, les enfants ne vont plus à l'école. Les promoteurs des droits de l'enfant pourraient y voir une violation à ciel ouvert des droits de l'enfant. C'est possible. Mais c'est déjà ça pour nos enfants. Ils ne vont pas à l'école. Ils ne vont pas à l'école. Ils font quoi? Il faut pouvoir leur trouver une nouvelle organisation sociale dans le cadre familial. Et tous ces éléments réunis, le contexte est vraiment particulier. Et nous devons tenir compte de ça. Et aussi, les restrictions qui vont avec le Covid-19. Est-ce que les enfants ont la maturité nécessaire pour suivre ces barrières-là? Oui, on demande de laver les mains, on demande de ne pas saluer. Nous, on sait que c'est la chaleur familiale qui a toujours été le premier mot d'expression de l'amour familial ou parental. Vous dites aux enfants, papa, maman rentre du travail, je ne sais pas d'où, du marché, on ne peut pas l'embrasser. C'est une nouvelle forme de socialisation qu'il faut mettre sur pied. Ça, c'est le premier côté. Le deuxième, comment occuper les enfants? Malheureusement, avec l'UNICEF, on s'est rendu compte, on n'a pas encore mené cette étude au Cameroun, que les situations liées au Covid sont malheureusement aussi à la source des situations d'abus et de violence sur les enfants. Parce qu'à force de les avoir à côté de nous, ce n'est pas toujours le cas. Le risque, c'est de voir certains ne pas s'habituer, ne pas s'arrimer, et d'autres abuser de cette proximité avec les enfants pour faire de ces enfants des objets d'abus et d'exploitation. Et je pense que vous faites notamment allusion à certains abus contre les abus sexuels. Oui. Vous n'avez pas voulu prononcer le mot. Je ne veux pas prononcer le mot parce que c'est un concept très compliqué.
Très compliqué, c'est facile d'en parler, mais c'est assez compliqué de le vivre dans les faits. Monsieur, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Que le Covid a créé une situation où les parents doivent s'adapter à voir plus souvent les enfants à la maison. Donc du coup, pour certains qui n'avaient pas l'habitude de la chaleur ou simplement d'avoir une certaine complicité avec leurs enfants, peuvent s'adonner à certaines dérives. Donc, vous encouragez les parents à se débarrasser des enfants, parce que l'école, entre guillemets, serait devenue source de débarras pour les parents. Non, en fait, c'est plutôt le contraire. Ce que le contexte 2020 demande à ce que les parents redeviennent parents. En réalité, comme ça, un coup de paquet. Non, nous ne croyons même pas ça. Je vais vous dire peut-être avant la fin de la rencontre. Nous ne croyons pas au tapage, à tout ce qui se fait en termes de « as-tu vu ce que j'ai fait ?» Non, nous voulons aller au fond des problèmes. C'est-à-dire que nous pensons que la clé, en ce qui concerne les parents et les enfants, c'est l'éducation pour le changement de comportement. Il faudrait que le parent réapprenne à vivre avec ses enfants. Que les enfants réapprennent aussi à vivre avec les parents. Je vais vous surprendre. Notre absence dans les domiciles a donné beaucoup plus d'espace aux enfants. Ils font n'importe quoi, ce qu'ils veulent. Lorsque nous retournons, nous essayons de récupérer cet espace-là et les enfants ne sont pas toujours d'accord. Ce sont les maîtres de la télécommande, de tous les jeux vidéo et tout ce que vous avez. Vous revenez à la maison, vous devez regarder, je suppose, les parents, des émissions à caractère éducatif et politique et tout le reste. Vous commencez à discuter la télécommande. Donc en réalité, en même temps, on vient pour nous positionner par rapport à ce que nous n'aurions jamais suscité d'être, mais de l'autre côté, nous venons reprendre l'espace occupé par les enfants, les épouses ou les époux. Et c'est des conflits qu'on n'évoque pas à haute voix. Malheureusement, c'est la réalité. L'homme qui n'est pas là, madame, occupe 80% d'espace. Les enfants ont 20%, ou alors 15%, monsieur a 5%. Le Covid nous amène à rentrer à la maison. D'abord, nous réduisons l'espace de madame. Elle rentre à moins de 50%, ce qui crée d'abord un problème avec elle. Elle ne sera pas un acteur participatif ou participant. Dès le départ, on ne peut pas ne pas le dire. Et maintenant, le parent qui vient avec toute la foule, d'abord il est gêné, il n'est pas très content qu'on le ramène de façon brutale, entre guillemets, à la maison. Il va y aller sans la manière. Et bienvenue les violences de toutes sortes, bienvenue les dépravations. Pour ceux qui avaient déjà quelques relents de comportement déviant, ils vont trouver de la matière. Et nous voulons être suffisamment vigilants par rapport à ces éléments. Alors, justement, vous ne nous en battez pas, puisque l'un des comportements les plus observés par les parents, c'est souvent d'envoyer les enfants dans la rue, les exposer à certains commerces. Je vous propose de regarder cette vidéo. Il faut que tout le monde garde ses enfants chez soi. C'est mieux de garder les enfants à la maison. C'est pour nous-mêmes, ce n'est pas pour le gouvernement. Je suis l'honorable Amadouba Rouleina Touamila, député junior au Parlement des enfants au Cameroun. Selon l'OIT et l'UNICEF, la Covid-19 pourrait conduire des millions d'enfants supplémentaires à travailler. Alors, en protégeant les enfants contre le travail des enfants, nous les protégeons aussi contre la Covid-19. Pour nous résumer, en cette période difficile, protégeons les enfants contre le travail des enfants, maintenant plus que jamais. Voilà, on a
pour ce message de nos députés juniors. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent que nous sommes en direct live pour cette édition, le 30e de la journée de l'enfant africain, sur la page de l'Association des blogueurs du Cameroun. Et nous sommes en partenariat avec l'UNICEF pour ce live spécial. Et là, on évoque ces enfants qui se retrouvent dans la rue à faire des petits commerces dans un contexte de Covid. Oliva Kakana. Oui, bonjour Dania, et bonjour Monsieur Edouard. Alors, moi j'aime les chiffres. J'aime les chiffres et en 2018, 900 enfants étaient exposés à l'alcool, à la drogue, à la délinquance. À qui peut-on imputer la responsabilité de cet état de choses? Qui est coupable? Les parents ou le gouvernement? Moi aussi j'aime les chiffres. Sauf que dans le champ social, les chiffres sont dangereux. Parce qu'ils ne nous donnent pas le tableau réel d'une situation. Qu'est-ce qui peut arriver que dans une famille, parmi 10 enfants, un développe l'addiction à l'alcool? Je peux faire amener ça, c'est une bonne. Aux parents, au milieu fréquenté par l'enfant, à l'enfant lui-même, ou alors à la sorcellerie. Nous sommes toujours en clair par rapport à cela. Parce que c'est un seul cas qui m'intéresse, c'est pas plusieurs. C'est un seul. Comment on peut réussir à expliquer? Alors la première chose, c'est à un moment donné, le parent n'aura pas été vigilant. Parce qu'en réalité, la glissade vers l'addiction, ça ne se fait pas le premier jour. C'est de façon progressive que l'enfant verse dans l'alcool. Les demi-bouteilles, les demi-verres et tout ce que vous faites à la maison, c'est l'enfant. C'est l'enfant que vous envoyez acheter de l'alcool. Il rencontre des personnes qui ont déjà développé l'addiction à l'alcool. C'est l'enfant que vous envoyez, par exemple, acheter la cigarette. Moi, je me souviens, lorsqu'on était petit, on dit, va acheter la cigarette, mais tu allumes. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire j'apprends à fumer. Donc, le premier niveau, je dis, c'est l'absence de vigilance des parents. Le deuxième niveau, c'est toujours pour les parents, c'est, j'aime pas le mot de responsabilité, mais je veux dire l'abandon des responsabilités. Combien de parents se sont rapprochés de l'établissement en disant, je ne sais pas pourquoi vous avez laissé le fouet, parce que les enfants ont besoin de fouet, ils nous dépassent à la maison. Comment les enfants peuvent vous dépasser à la maison? Parce que c'est l'école. Maintenant, je laisse les parents, je parle des autres milieux de socialisation de l'enfant. L'école, les amis, la communauté. Oui, la responsabilité de l'éducation de l'enfant ne va pas exclusivement revenir à l'école. Mais qu'est-ce que l'école nous présente aujourd'hui comme modèle? Ce ne sont pas des modèles qui nous éloignent de ces fléaux sociaux. À côté de l'école, vous savez que la distanciation qui semble être le nouveau mot aujourd'hui, c'est un terme qui existe au niveau de l'école. C'est-à-dire qu'en réalité, la présence des débits de boissons, de tout ce qui peut participer à la dépravation des mœurs, doit être l'objet d'une distanciation par rapport à l'institution scolaire. Et combien de fois vous regardez les écoles, vous voyez le premier pas, la première vente de tabac. Ça voulait dire que l'institution scolaire ne fait plus ce qu'il a lieu de faire. Parce qu'il faut continuer à être le miroir de la société. Parce que c'est à l'école que revient la responsabilité. Alors vous allez me dire, et beaucoup de personnes disent, mais non, vous laissez les parents. Non. Vous savez comment on évolue. C'est-à-dire qu'en réalité, les psychologues nous disent, tout se joue avant 6 ans. Oui, le socle de base. Les parents font leur travail. Donc aujourd'hui, c'est même plus 6 ans, parce qu'à 4 ans, vous voulez que vos enfants soient parmi les meilleurs, ils sont à la pré-maternelle ou maternelle. Ça commence par là. Ça veut dire que les éléments basiques ne sont même pas en place. Vous avez laissé le champ aux autres. Maintenant, si l'autre institution ne prend pas véritablement le relais, si l'autre institution n'insiste pas sur la morale, sur l'éducation en tant que citoyen du monde, sur l'éducation en tant qu'avenir d'un pays, il y a un problème. Donc, pour revenir à votre question, oui, j'aime bien ces chiffres, mais quand ils sont trop nombreux, on commence à dire l'enfant de l'autre aussi fait comme mon enfant. Donc, on semble noyer quelque chose. Je prends le seul qui verse là-dedans. Il faut interroger la cellule familiale, l'institution scolaire, la communauté elle-même et les médias. Je ne vais pas oublier, parce que les modèles qui sont présentés, c'est quoi? On se souvient, moi je me souviens quand on était jeune, on avait les films avec cowboy là, les cowboys avec toujours une cigarette.
Oui, tirer la cigarette. Je vois qu'à un moment donné, il y a eu levé de bouclier, ils ont commencé à avoir une tige. C'était des modèles et on essayait d'imiter. C'est-à-dire qu'en réalité, j'étais, je ne sais plus quoi, Black Rock, je ne sais pas quoi. Donc, pour dire, même tous ces éléments-là. Alors, lorsque j'aurais dit cela, je restais tranquille, je me dis, ça veut donc dire qu'il n'y a rien à faire. Mais non, il faut commencer quelque part. Et je dis, il faut commencer par la famille. Il faut commencer par le parent. Monsieur Edouard, excusez-moi de vous interrompre. Vous semblez d'éloigner le gouvernement et imputer la responsabilité aux parents, à la communauté éducative et à la communauté. Sauf que, est-ce que, entre le parent et le gouvernement, qui n'a pas pu créer un environnement protecteur aux enfants pour qu'ils se retrouvent dans la rue? Olive, vous pouvez m'aider. Qu'est-ce que le gouvernement? Selon qu'est-ce que le gouvernement? Le gouvernement a des politiques, non. Le gouvernement a des politiques en faveur des enfants. Non, votre définition du gouvernement, c'est quoi? C'est vous. C'est nous. C'est vous, c'est nous. C'est vous, c'est nous. Quand vous dites gouvernement, vous faites comme si c'était... Écoutez, je vous ai posé la question, c'est vous, c'est nous. Ce n'est pas une structure externe. C'est nous tous. Quand vous regardez l'institution scolaire, on parle aujourd'hui de la communauté éducative. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire les enseignants, les parents, tout ce qui a comme personnel d'encadrement, c'est ça qui fait la communauté éducative. Parce qu'on s'est rendu compte que le gouvernement crée des écoles. Le gouvernement forme les enseignants. Le gouvernement arrête des lignes pédagogiques. Le gouvernement, je ne sais plus quoi, arrête les prix des livres et tout ce que vous voulez, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas ça l'école. L'école, c'est la fréquentation de l'école par ceux qui doivent la fréquenter. Et je poserai la question, s'il n'y a pas fréquentation de l'école, à qui reviendrait la faute? Au gouvernement, peut-être parce qu'il n'y a pas d'école, parce qu'il n'y a pas de maître. Mais à ceux qui doivent envoyer les enfants à l'école, à ceux qui doivent veiller à ce que les enfants aillent à l'école. Donc, je ne dédouane personne. Mais du côté du gouvernement, je l'ai dit par rapport à tout à l'heure, nous reconnaissons nos responsabilités. Mais attention, qu'on cesse de nous prendre comme une entité externe à un environnement, parce que moi-même, Jean-Pierre Edouard, je suis parent. Qu'est-ce que je fais? Tout ce que je dis là, est-ce que vous pensez que je sois vraiment un modèle? Je ne suis pas très sûr. Je vais dire que c'est le gouvernement. Alors, je vais accuser quel gouvernement? Celui que je représente, celui qui est à l'institution scolaire, ou alors le gouvernement qui serait pratiquement un mirage? Non, le gouvernement n'est pas un mirage. C'est une institution qui participe de la fonctionnalité sociale et qui, pour sa mise en place, demande que les acteurs sociaux soient mis à contribution, que les acteurs sociaux veillent à sa consolidation et que l'ensemble des éléments qui sont de l'intérieur, un phénomène nous arrive souvent. On dit, est-ce que le gouvernement a consulté? À certains moments, vous consultez, mais qu'est-ce que vous consultez? Vous consultez ceux qui sont capables d'apporter quelque chose. Et je n'oublierai jamais ce que un Bakam avait dit dans la région de l'Est. Vous dites, mais monsieur, à l'époque, j'étais délégué régional. Vous nous parlez de dialogue participatif. Il faut qu'on comprenne même d'abord ce que veut dire le participatif, là, c'est parce que nous venons nous asseoir. Je voudrais simplement dire que oui, le gouvernement, il ne se dérobe pas. Mais le gouvernement n'est rien, c'est une institution qui ne vit et qui n'a que la forme de la société dans laquelle il évolue, de la société dans laquelle il s'est enraciné et dans laquelle il essaie de faire bouger les choses. Si la société est une société, excusez-moi, déviante, ne vous attendez pas à ce que le gouvernement soit un gouvernement modèle. Tous coupables alors du fait que nos enfants se retrouvent dans la rue? Tous coupables, mais ça ne veut rien dire. Tous coupables, mais chacun avec son niveau de responsabilité. Et moi, le souhait, c'est que chacun essaie de voir quel est son niveau de responsabilité et qu'il ne fasse que le peu qu'il est capable de faire. Je le dis chaque fois que je passe sur les plateaux, je dis, ma propre maman, c'est pas un modèle, ne savait pas lire, mais elle surveillait mes cahiers. C'est quand je suis devenu mature que je me demandais qu'est-ce que la femme là a regardé dans ses cahiers. Mais chaque jour, j'essayais, parce que nous on appelait ça les cahiers qui ont les oreilles, dont c'est plié comme ça. On s'assurait qu'on a tiré ses côtés avant d'aller voir. Parce que quand elle va voir, c'est après qu'on s'est rendu compte qu'elle ne disait même pas. Est-ce que le parent veille? Parce que la peur du parent, la peur du regard du parent, non, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. À la limite, le père ne sait même pas. Et comme nous,
je mets nous entre guillemets, les parents qui disons avoir quelques ressources, à la rentrée scolaire, vous déposez le paquet d'argent. Il te faut combien pour la rentrée? Papa, 200 000, bon, ça va déjà beaucoup, tu commandes déjà beaucoup dépenser. Qu'est-ce qu'il est parti acheter? Qu'est-ce qu'il en a fait? Est-ce que l'institution scolaire, vous savez ce qui se passe quand on convoque les parents à l'école? On envoie le grand frère, on envoie même la bonne. Quelle la bonne vous ramène quel message? Si à l'école ou de l'école, on vous ramène un comportement négatif de votre enfant, est-ce que c'est la bonne qui va le faire? Est-ce que c'est le grand frère ou la grande sœur qui est entre guillemets complice quand même de son petit frère ou sa petite sœur? C'est à elle de vous ramener le bon message. Pourquoi les parents n'ont pas ce temps-là de se libérer à 16h? Parce qu'on dit qu'il y a réunion de parents d'élèves, d'aller dans cette école, de prendre cette heure-là pour leurs enfants. C'est le plus difficile aujourd'hui. Mais l'institution scolaire, l'institution gouvernementale essaye de jouer son rôle naturellement avec des défaillances aussi. Je ne les dois pas dire. Je rebondis sur la question d'Olive quand même pour questionner deux actualités récentes de ces 2 dernières années. Quand même, on a eu 2 meurtres dans nos établissements scolaires, à Daïdo et pas loin de nous au lycée de Cambisson. Quand je vois les victimes et les bourreaux de ces 2 actualités, où sont les parents dans tout ça? Alors à ce moment-là, vous posez des problèmes. C'est des situations que j'ai suivies particulièrement. À Daïdo, c'est des enfants qui sont entrés à l'école alors qu'ils ne faisaient plus partie. Ça veut dire que l'institution scolaire a cessé de faire son travail. On n'a pas besoin de chercher. C'est pas parce qu'ils abordent la tenue, c'est pas parce que c'est le jour de la remise des bulletins qu'on laisse entrer tout le monde. Donc l'institution scolaire a failli. Ça, c'est la première chose. Et à ce moment-là, failli parce qu'on laisse entrer tout le monde, failli parce que comment les enfants peuvent entrer à l'école avec les armes blanches pour pouvoir faire ce qui s'est passé à Daïdo. Ça, c'est la première chose. Pour ce qui s'est passé aussi de Cambisson, c'est un petit garçon que j'ai suivi, il s'appelle Cédric. Et lorsqu'après on a fait des reportages sur lui, on a vu sa dérive. C'est une phrase qui m'a inquiété. Donc on a vu sa dérive. On l'a vu, on dit, il a dépassé tout le monde au quartier. Tout le monde a regardé. Tout le monde a vu Cédric descendre. On a vu Cédric changer d'établissement. Et même l'institution scolaire. Et même ses pères qui étaient complices. Parce que ce qu'ils ont dit, c'est que Cédric avait dit que je vais montrer. Ça ne s'est pas passé le jour-là. Ils avaient déjà un contentieux. Quand vous regardez tous ces éléments-là, la famille qui est restée impuissante, la communauté qui est restée indifférente, l'institution scolaire qui n'a pas veillé, parce qu'un enfant qui reprend une classe une fois, 2 fois, vous connaissez les âges. Si un enfant a 16 ans, un classe de 4e, il y a problème. Et c'est un enfant sur lequel on doit avoir un regard tout à fait particulier. Donc, pour dire, quand vous regardez 2 événements, Daïdo, c'était le jour de la remise des bulletins des enfants étrangers. L'école aurait dû veiller. C'est pas parce que c'est la remise des bulletins. L'école doit veiller pour qu'on ne laisse pas entrer. Et qu'on ne laisse pas entrer les enfants avec les armes blanches. Deuxièmement, l'ensemble de la communauté éducative. Parce qu'aujourd'hui, même les camarades, est-ce qu'ils n'encouragent pas certains frères? Pourquoi ils restent si passifs face à des comportements annonciateurs de quelques dérives sociales que ce soit? Et pour le cas de la Cambisson, on dit qu'il a promis, il a dit qu'il va montrer à l'enseignant devant ses camarades. Est-ce que ce n'était pas l'occasion de signaler? Lorsque on est parti questionner l'environnement dans lequel il vit, on dit il a dépassé sa grand-mère, on l'a vu au quartier, le chef de quartier l'a appelé, on a regardé, mais il continue à aller à l'école. Quand vous voyez tous ces éléments-là mis ensemble, j'interroge la communauté éducative parce que c'est elle le nœud du problème. Chacun doit se poser les vraies questions et se demander si Cédric en est arrivé là, si l'enfant de Daïdo en est arrivé là, qu'est-ce que la communauté éducative a eu à faire? D'accord. Monsieur Idoua, on va rester dans la problématique des enfants, mais nous intéressons à une autre question, celle sanitaire. En cette période de coronavirus, qu'est-ce qui peut justifier, qu'est-ce qui explique qu'on retrouve des enfants dans la rue en train de vendre, avec des plateaux sur la tête, en train de vendre? Alors, avant le Covid, j'avais toujours eu à poser la question aux parents. J'avais 2 mots que je mettais toujours
toujours ensemble, le gain et le risque. Lorsque vous envoyez un enfant dans la rue, qu'est-ce que vous gagnez et qu'est-ce que vous risquez? Dans la plupart du temps et dans nos contextes actuels, le risque est plus élevé que le gain. Parce qu'en réalité, lorsque vous avez un enfant qui a sur sa tête les 4 alluettes et vous demandez ça coûte combien, il vous dit tout ceci fait 1300. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de l'exposer au soleil du matin au soir pour 1300? Vous allez me dire il y a la pauvreté, mais entre le gain de 1300 et les risques encourus par l'enfant, à certains moments, la nuit tombée, il est toujours là, on se pose la question. Maintenant, pour revenir au contexte, les parents n'ont pas changé. Le contexte est venu trouver des parents qui sont complètement irresponsables, qui continuent avec les mêmes dérives comportementales. À ce moment-là, le Covid vient et le parent dit, Dieu merci, c'est comme les vacances. Ils peuvent donc faire le même travail. Lorsqu'on en parle, on dit le gouvernement, c'est parce que vous avez les moyens, c'est pas plein de moyens. On dit que non, c'est parce que vous ne connaissez pas la socialisation. La socialisation d'avant, le même environnement, là où vous êtes ici, tout le voisinage participait d'une même famille. On savait que si l'enfant dérape même quelque part, on va vous l'amener, il a été fouetté. Donc aujourd'hui, le parent, c'est même là où se trouve le nom du problème. Par rapport à nos enfants, ils ont à changer. On a des messages envers eux, mais que le parent change de paradigme, qu'ils comprennent que le Covid, c'est le danger, ce n'est pas la récréation, ce n'est pas les vacances. Mais est-ce que le parent l'a compris? Quand vous avez vu le parent, au soir, je crois, du 30, c'était quoi? C'était le 30 mars ou le 30 avril, lorsque le premier chef du gouvernement a dit qu'à partir de 18h, les établissements de boissons, quand vous avez vu le comportement des parents, vous pensez qu'ils se rendent même compte qu'il y a danger. Donc, moi, je vois des parents totalement hors course, c'est-à-dire qui n'ont pas encore intégré le danger auquel nous sommes exposés, et par ricochet, nos pauvres enfants vont subir si nous ne faisons pas très attention. Alors, en mars dernier, mars 2020, le ministère des Affaires sociales a rendu public un chiffre, celui de 82 enfants extraits de la rue. Je me trompe? Vous me corriger si je me trompe. Le 1er avril, nous avons lancé l'opération pilote de retrait des enfants du centre commercial de Yaoundé. Et ce même jour, on a effectivement extrait, je crois, 83. D'accord, ok. Je ne suis pas loin de là, 82, 83. Alors, quelle solution peut-on envisager aujourd'hui? Alors, peut-être vous allez me demander quels sont d'abord devenus ces enfants. Oui. De 82, 83 du premier jour, nous sommes montés jusqu'à 105, 100 quelque chose. On a eu 4 cas de figure. Il y a eu quelques cas de fugue, il y en a qui n'ont pas résisté. Et il y a eu des retours en famille. Nous en comptons aujourd'hui une vingtaine. Et quand je le dis, c'est-à-dire que nous avons pris attache avec les parents sur la base des informations fournies par les enfants eux-mêmes. Et le retour en famille n'est pas seulement à Yaoundé. Il y en a qui sont venus de Ngaoundéré, il y en a qui sont venus de l'Est et de l'Ouest. Il y a eu les réunifications familiales parce qu'il y a eu des enfants étrangers là-dedans. Avec l'appui des partenaires comme l'UNICEF, l'ACROIN, on a pu entrer en contact avec les familles qui sont dans d'autres pays et ces enfants ont pu être réunis. Maintenant, ce qui reste entre nous-mêmes, nous faisons des projets de vie avec ces enfants parce que le projet pilote devait s'arrêter le 30 juin. Il est question de voir ceux qui sont encore là. Mais attention, ceux qui retournent en famille, ce n'est pas pour y rester. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est d'abord pour remettre l'enfant dans le cercle familial et maintenant voir qu'est-ce qu'on va faire de lui. Il va aller à l'école, il va apprendre. Et ce que nous avons entre les mains, ils ont pour la plupart 3 ou 4 préoccupations. Certains veulent rentrer à l'école, d'autres veulent suivre une formation professionnelle et d'autres veulent travailler. Donc, oui, allez-y. Donc d'autres veulent travailler et nous continuons à les suivre pour voir complètement qu'est-ce que nous pouvons faire. Je suis en train de demander à Olive de clôturer cette partie de l'entretien avec la dernière question. Finalement, les enfants de la rue, est-ce que c'est un phénomène difficile à enrayer? Très difficile, mais lorsque j'aurais dit cela, je voudrais toujours aller avec Olive, je ne démissionne pas. Je reconnais que c'est un travail que nous devons poursuivre et nous nous sommes préparés pour 2 choses. Vous savez, les phénomènes sociaux, quand vous montez, rassurez-vous, vous pouvez à tout moment glisser et revenir soit le niveau le plus bas,
soit un niveau moyen. Donc, il faut psychologiquement se préparer, parce que si vous n'avez pas cette préparation-là, vous risquez d'être régulièrement déçu, parce que lorsque vous avez investi beaucoup d'énergie, à certains moments, beaucoup de moyens, quand vous vous rendez compte que vous revenez au point de départ. Donc, nous sommes conscients, mais maintenant, nous voulons lancer un appel pour que l'ensemble du corps social le comprenne. Pas pour dire l'État ne doit plus, non, l'État lui fait son travail. Vous avez vu lorsque le gouvernement a fait des rallonges, dont les collectifs budgétaires allaient dans la région, il y a une ligne qui correspond au renforcement de la prise en charge des enfants de la rue par rapport au Covid et par rapport aux personnes âgées. Donc nous savons qu'il y a quelque chose d'avantage à faire, mais nous ne pouvons pas le réussir ça, parce que si les autres acteurs restent indifférents en disant continuons, on va voir. Moi je commence par les habitants de la rue. Ils sont nos premiers obstacles. Parce que les femmes qui vendent au marché, les commerçants, c'est eux qui abusent de ces enfants, qui utilisent ces enfants sans que ces enfants ne bénéficient de quoi que ce soit, et qui les encouragent à ne pas comprendre pourquoi il faut rentrer dans un cadre sécurisé pour pouvoir construire et bâtir son devenir. Donc nous pensons que oui, nous continuons. Des moments de déception humainement sont là, mais c'est quelque chose que nous avons choisi de faire, et nous voulons amener les uns et les autres à ne pas céder à la tentation de démissionner, parce que ce n'est pas des enfants faciles. Vous savez, la rue, on apprend de tout. Et lorsque vous êtes aux côtés de ces enfants, je vous inviterai, vous allez apprendre beaucoup de choses, et vous serez une surprise que ce sont des enfants qui ont aussi maîtrise de l'environnement social. Merci Olive. Je rappelle que vous êtes en direct sur l'association des blogueurs du Cameroun, sur notre page Facebook et sur les pages associées, notamment celle de l'UNICEF Cameroun, à l'occasion de cette journée de l'enfant africain, en direct de Yaoundé, au siège de l'association des blogueurs du Cameroun, ici à la nouvelle route de Bastos, en compagnie de 3 panélistes, Muriel Etonder, Olive Akangana qui vient de prendre la parole, et Florian Guimis qui va clôturer l'entretien tout à l'heure. Je rappelle aussi que c'est l'occasion pour l'UNICEF, notamment à travers son représentant qui nous fait l'honneur d'être ici, M. Jacques Boyer, de remettre les lots du tout premier concours de rédaction destiné aux enfants. Vous étiez nombreux à y participer, je sais que vous êtes nombreux à attendre les résultats. Et l'UNICEF encourage justement la promotion des TIC, le plaidoyer sur les enfants passe également par les nouveaux médias. Et d'ailleurs, c'est l'une des activités que l'UNICEF a organisées récemment en réunissant les enfants de tout le Cameroun autour du secteur de TIC. Ils ont appris des choses et ils ont eu des vocations. Regardez. Merci. Voilà. Florian Guibis. Je vois que Florian Guibis est devenu un maniaque du lavage de mains. S'essuie, se nettoie. Florian. Bonsoir Daniel, bonsoir monsieur
le directeur. Je veux qu'on revienne un peu dans le contexte parce qu'on a pris des cas spécifiques liés à votre activité. Je veux qu'on revienne un peu sur le contexte de la journée actuelle qui a pour thème en fait l'accès à une justice adaptée aux enfants en Afrique. Je me rappelle quand même quand moi j'étais plus jeune, un peu plus vieux, c'est-à-dire maintenant, j'ai assisté à des choses quand même assez étranges. C'est-à-dire que la capacité pour un parent de récupérer un gamin, de l'amener dans un poste de police ou une gendarmerie par exemple pour le faire fesser, c'est-à-dire que substituer un policier ou un officier de police ou alors un gendarme à l'autorité parentale. La question que je me pose, c'est vous, Minas, quand ces choses se passent, en fait, vous êtes vous situez où en termes d'intervention, en termes de dénonciation et même en termes de réprimande de ce genre d'activité? Nous sommes là où nous devons être, c'est-à-dire partout et là où le devoir nous appelle. Je vous parle l'itinéraire que vous demandez de présenter. Nos parents partent d'ici à Bastos pour le premier commissariat. Le Minas c'est où? Il n'est pas sur l'itinéraire du parent. Le Minas est peut-être au commissariat parce qu'il y a un service d'action sociale au niveau de ce commissariat. Et à ce moment-là, le service d'action sociale va défendre les intérêts de cet enfant-là. Mais nous avons encore la conviction ou la croyance des parents de penser que ce sont leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils se disent, je peux tout faire de cet enfant. Je vous ai vu le cas tout à l'heure des parents qui interpellent l'institution éducative pour dire, vous allez éliminer le fouet. Mais c'est aberrant. Vous ne pouvez pas enlever vos responsabilités pour les confier à d'autres personnes alors que c'est vous qui avez le premier mandat. Donc le service social est là, mais il n'est pas sur le chemin de tout parent de la maison et le commissariat. Mais nous constatons, et je suis d'accord avec vous, qu'il s'agit d'une démission parentale, d'une irresponsabilité, je ne m'arrêterai pas de le dire, parce que vous ne pouvez pas confier à la violence l'éducation de votre enfant, parce que qu'est-ce que vous attendez du commissariat? C'est le fouet, c'est-à-dire la violence exercée sur cet enfant. Ça veut dire que vous-même, vous avez été incapable d'assumer vos responsabilités. Nous dénonçons ce genre d'attitude. Nous les dénonçons parce qu'il y a des parents qui le font. Après, ils vous prennent, ils vous ramènent à la maison. Ils vous ramènent qui? Mais ils ramènent un zombie. Est-ce que les parents se rendent compte que l'enfant qui sort, pas de la cellule, mais d'un poste de police à qui on vient d'infliger 25 coups de fouet, 50, il n'est plus le même. C'est un autre enfant que vous ramenez. Et vous avez un maître, s'il n'est pas révolté là, qui est prompt à la révolte lorsque l'occasion se présentera. Et nous dénonçons cela. Le gouvernement ne peut que dénoncer et amener les parents à prendre leurs responsabilités. Mais lorsque ces informations sont portées à notre connaissance, nous rappelons toujours aux parents d'assumer et d'assurer leurs responsabilités. Peut-être, je ne sais pas si vous allez revenir sur cette question, mais il y a un problème que nous dénonçons lorsque les violences sont exercées sur les enfants. Oui, monsieur Ebonga a voulu que j'évoque les violences sexuelles tout à l'heure là, mais c'est le cas le plus flagrant. Vous avez le parent ou l'un des parents qui vient dénoncer un abus sexuel, un abus physique sur son enfant dans un commissariat. Le problème est pris en main et le lendemain, le parent revient vous dire « Nous avons trouvé un arrangement à l'amiable ». C'est le commissaire de police qui me le révèle. Il me dit « Monsieur Edouard, qu'est-ce que je fais ?» Moi, je lui dis « Si vous êtes à côté du service social, tant que je serai là, mon numéro est là, appelez le service social. » Parce qu'en réalité, on a réparé quoi? On a réparé une mésentente entre deux adultes. On n'a pas tenu compte de l'enfant. L'enfant me dit dans sa chair, dans son mental, qu'est-ce qu'il est devenu? Cet arrangement a fait quoi? Voilà autant de situations où nous dénonçons véritablement cette irresponsabilité, cette fuite de responsabilité. Mais je dis aux parents, continuons à les amener, vous ramener des zombies qui n'attendent que la première occasion pour devenir des monstres dans vos maisons. Je vous entends bien, monsieur Edouard, mais je suis quand même un peu surpris. Vous parlez de dénonciation, vous parlez de révélation, vous parlez d'autres choses. Mais est-ce le cœur de métier du Minas de dénoncer? On parle des enfants de la rue, c'est la responsabilité des parents, selon vous. On parle des crimes dans les écoles. Le tissu éducatif a failli.
Je suis d'accord. Mais là, on parle du menace. On ne parle pas. C'est toute une chaîne. Je suis d'accord avec vous que vous ne la portez pas en entièreté. Mais moi, je parle de vous, d'une menace. Dans le cas d'une gendarmerie, qu'est-ce que vous avez comme structure pour veiller à ce qu'un enfant ne soit pas amené, dépouillé de ses droits et mis dans une position de faiblesse face à une autorité, qu'elle soit parentale ou alors celle de la justice? Lorsque j'ai essayé de donner la chaîne de responsabilité du ministère des Affaires sociales, je vous ai parlé d'un niveau opérationnel. Je crois que j'étais avec Muriel. Je vous ai dit, nous avons des services d'action sociale au niveau d'un certain nombre de structures. Et ces services sont chargés prioritairement de veiller à la situation des enfants, des services d'action sociale. On en a créé dans les brigades de gendarmerie, malheureusement ça ne fonctionne pas encore, mais dans les commissariats, dans les prisons, au palais de justice et autres, ces structures existent et elles fonctionnent. La question que vous voulez poser, c'est est-ce qu'on peut être derrière chaque parent? Non, attendez, je suis un peu... Non, à la limite, moi je voudrais que vous soyez derrière chaque enfant, puisque c'est votre rôle à la base. C'est-à-dire dans chaque maison? Pas dans chaque maison, mais derrière chaque enfant qui se retrouve dans une posture où justement ses droits peuvent être... Alors vous avez deux postures. Vous avez le parent d'un côté et l'État. Vous connaissez le nombre de situations que nous affrontons parce que nous sommes en conflit ouvert avec les parents. Parce que le parent, lui, il estime que c'est lui le premier protecteur de l'enfant. Et lorsque nous l'amenons à comprendre qu'il ne s'agit pas d'un objet, mais d'un être, je ne vais pas étaler aujourd'hui le nombre de cas que nous avons. Je ne vais pas vous dire. Attendez, lorsque Olivier va parler des enfants de la rue, ça fait 3 mois que nous avons une centaine d'enfants sur lesquels nous veillons sans qu'il y ait un seul parent. Ça voudrait dire nous nous occupons de leur sécurité, de leur alimentation, de leur habillement. À ce moment-là, ne vous posez plus cette question. Parce que là, nous assumons. Et les services d'action sociale qui existent, ils assument leurs responsabilités pour autant qu'ils sont informés. La question que j'ai posée tout à l'heure, c'est on ne pourra pas être dans les domiciles et je voulais compter sur vous, sur Muriel, sur lui. Lorsque des cas sont déclarés ou existent dans des communautés, malheureusement, il y a encore la loi du silence. Pourquoi vous restez silencieux? Pourquoi vous n'informez pas ceux qui doivent être informés? Beaucoup d'enfants meurent en silence dans des maisons. L'indifférence de l'environnement nous pose d'énormes problèmes. Vous entendez un enfant qui crie, qui pleure à longueur de journée dans une maison, ça ne dit rien à personne. Au moment où tous les autres enfants vont à l'école, l'autre est en train de puiser de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi tant d'indifférence? À ce moment-là, où sont les affaires sociales? J'aime bien cette question. Les affaires sociales sont là où elles sont, c'est-à-dire attendre simplement que vous apportiez l'information et nous allons agir. Aussi simple que ça. Au-delà de l'information apportée, enfin, pour moi ça tombe sous le sens, monsieur le directeur. Il y a déjà un travail de conscientisation des gens à la base. Il y a un travail de vulgarisation, en fait, non seulement de vos structures, mais de méthodes de prise en charge des victimes. Et vous, à ce niveau, vous en êtes où? Ce n'est que ça que nous faisons, sinon, je crois qu'il va falloir envoyer la CONAC aux affaires sociales parce qu'on nous paye du 1er janvier au 31 décembre pour faire ce travail. Ah, sinon, vous allez me demander qu'est-ce que je fais dans mon bureau à longueur de journée. Probablement. Peut-être qu'il faudrait venir un jour. Moi, je vous invite officiellement à venir rester là une journée. Vous allez voir comment ça se passe. Parce qu'à ce moment-là, lorsque vous êtes à l'extérieur, vous ne pouvez pas percevoir. Mon bureau, c'est autre chose. Mais allez, le premier centre social, prenez une journée, vous restez là. Vous allez voir le niveau de sollicitation, la nature des sollicitations, le niveau d'intervention, la nature des interventions. Moi, je suis très heureux, par exemple, de recevoir un coup de fil. Monsieur le directeur, il y a ma femme qui me dit que l'enfant du voisin, depuis le matin, il pleure. Mais je prends le téléphone, j'appelle le délégué régional pour dire dans tel quartier on nous signale un abus sur un enfant. Et plus d'une fois, nous avons mobilisé les forces de maintien de l'ordre et nous sommes intervenus. Comment nous allons être informés si l'environnement, et je profite de cette antenne pour dire, pour que le service social marche, il s'agit d'abord d'une action professionnelle communautaire, pas une action individuelle. Si la communauté n'est pas partie prenante, vous ne pouvez pas savoir combien de fois nous sommes agressés, nos collaborateurs sont agressés dans des maisons, parce qu'on estime que nous nous occupons des problèmes qui ne nous regardent pas. Mais si nous sommes sûrs que la communauté est avec nous, nous allons faire notre travail. Mais aussi, que les parents, moi je préfère leur parler, parce que ce n'est pas un problème de force, c'est un problème de prise de conscience de ce qui ne va pas,
qu'ils comprennent que la force n'a jamais résolu un problème. J'ai toujours dit aux parents, et je ne fais que le répéter, lorsque vous exercez de la violence sur un enfant, vous ne résolvez aucun problème. Vous voulez résoudre, vous voulez enlever les faits que la faute de l'enfant a laissé sur vous. Ça veut dire que vous pouvez même le tuer parce qu'il a cassé un verre. Qu'est-ce que vaut un verre par rapport à la vie d'un enfant? Mais parce que ce verre-là représente votre premier sol quand vous étiez encore pauvre. Vous voulez réparer le mal que ça fait et vous allez frapper de façon sauvage sur cet enfant, le terme est trop fort. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, nous voulons compter sur vous. Lorsqu'il y a possibilité de dénoncer, faites-le. Nous allons à notre niveau faire notre travail. Et à ce moment-là, on verra là où se trouvent encore des failles et nous allons tous ensemble chercher des solutions. Je l'entends, monsieur le directeur. Dans le même ordre d'idée, mais de façon plus globale, en matière de justice aujourd'hui, l'accès à la justice, en matière de protection des droits aujourd'hui, est-ce que tous les enfants camerounais sont déjà à la même enseigne? Est-ce que tous les enfants camerounais sont logés à la même enseigne? Oui. Oui. Je précise quand même pour recontextualiser qu'il y a quand même deux provinces qui sont en état de conflit depuis plusieurs mois. Oui. Est-ce que tous les enfants sont déjà à la même enseigne? Vous ne pouvez pas présenter une situation exceptionnelle comparativement à une situation. Justement, parce que justement, je voudrais que vous nous parliez des mesures spéciales ou alors exceptionnelles prises pour ce genre de cas. Ce que vous savez déjà, c'est que dans ces zones-là, il y a eu des déplacements massifs. Donc, je parle de ces zones de mieux manière parce qu'il y a un côté que vous ne regardez même pas. De nombreux enfants sont partis de ces zones-là, sont dans la région de l'Ouest, dans la région du centre, du littoral, et j'en oublie certainement. Et nous avons des mécanismes d'identification des enfants déplacés internes, de nous assurer avec les institutions scolaires de leur remise dans le milieu scolaire et de la prise en main de leurs premiers besoins. C'est tout à fait réel. Maintenant, dans ces zones-là, avec l'appui des partenaires, je prendrai un cas sur le représentant, vous me permettrez de vous citer. Mais il y a quelque temps, vous nous avez signalé une situation de près de 80 personnes qui venaient de, je ne sais pas si c'est de Batibo, dans tous les cas dans une des zones du Nord-Ouest, et qui avaient été stoppées par la brigade de gendarmerie, parmi lesquels une trentaine d'enfants. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes intervenus, le délégué régional des affaires sociales du Nord-Ouest a récupéré toutes ces familles, les a fait héberger dans un orphelinat de la place et les mécanismes de réunification, parce que beaucoup de ces familles venaient fuyant les exactions à caractère tribal de ce côté-là, voulaient rejoindre leur membre de famille. Et lorsque nous avons toutes ces informations, avec l'appui de l'UNICEF, avec l'appui, je crois, de Cocha et autres, nous avons pu reconstituer la plupart des identités et nous avons ramené. Donc, lorsque les situations sont signalées, nous intervenons. Mais le plus souvent, la loi du silence, la loi, j'ai failli dire de la complicité, mais je m'excuse parce que c'était pour se sentir blessé. Mais je préfère dire le simple silence. Pourquoi nous restons silencieux? Si une telle information n'avait pas été portée à l'attention, par exemple, du partenaire qui a relayé au niveau du gouvernement, peut-être qu'on serait intervenu trop tard. Et c'est là le vrai problème de l'intervention sociale. Lorsqu'on intervient trop tard, les séquelles sont déjà là. Et la récupération, la reprise en main de l'aide dans son entièreté devient très très difficile. Donc pour dire oui, pour les enfants de ces zones-là, il y a des actions qui sont posées directement pour ceux qui restent encore et pour ceux qui sont déplacés internes. On essaie de mettre en place des mécanismes dans les autres régions pour la prise en main des enfants déplacés internes. Pas seulement le MINAS, mais avec l'accompagnement de toutes les autres institutions, l'école et tout le reste. Alors, je voulais juste préciser, tu vas reprendre la parole, Florian, que nous avons quelques aléas techniques, mais rassurez-vous, nous sommes toujours en direct, même si c'est en léger différé. C'est pour ça que je vais saluer votre professionnalisme, parce que malgré le petit couac technique, nous avons continué à produire. Donc, vous nous regardez toujours, en relève de l'association des blogueurs du Cameroun. Et c'est Florian Bimis qui avait la parole. Je voulais donc rassurer tout le monde que nous sommes toujours en ligne. Voilà. D'accord. Vous avez répondu à toutes les questions, monsieur le directeur. Je ne crois pas que je vais... juste une question. La question, je vais dire, passe partout. Les perspectives. Quelle est la tendance en matière de gestion, d'accès des enfants à la justice, en matière de gestion de leurs droits? Alors, la tendance positive, c'est négatif, on stagne? Non, je ne serais pas tranché. Je dirais simplement, je vous prendrai les 4 volets qui concernent l'accès à la justice, c'est-à-dire le système judiciaire.
est-ce qu'il est à même de répondre à l'ensemble des préoccupations? Il répond à presque 80-90%. Il y a encore quelques préoccupations qui sont là. Et il y a un code de protection de l'enfant qui est en législation au niveau du ministère de la Justice. Et nous pensons que si ce code venait à aboutir dans les prochains jours, de nombreuses avancées seraient obtenues. Le deuxième volet, c'est le volet d'assistance judiciaire. La plupart du temps, dans la loi qui porte l'assistance judiciaire, on donne une place privilégiée aux femmes qui ont des enfants mineurs. Nous pensons qu'il y a lieu d'approfondir davantage parce que les enfants eux-mêmes mériteraient d'être pris également dans leur solidarité. Le troisième milieu, c'est le niveau qui est à la fois préoccupant, encourageant mais préoccupant, c'est le volet de l'alternative à l'emprisonnement. Vous savez qu'il est assez compliqué parce que là-dedans, vous avez le système, vous avez les institutions et vous avez l'environnement. Il y a des institutions qui existent déjà, vous avez entendu parler de Bétamba et tout le reste. Donc, ces institutions de rééducation qui sont des alternatives à l'emprisonnement des mineurs. Mais maintenant, le taux de fréquentation reste assez faible. Nous avons un autre problème qui est là-dedans, c'est l'abandon de responsabilité par rapport aux familles. On m'a rapporté, je ne sais pas, je n'ai pas eu les chiffres, mais on m'a rapporté que la dernière mesure du chef de l'État qui demandait de gracier un certain nombre de personnes à compter avec la loi, dans une des villes, je ne veux pas la citer, on a pu gracier de nombreux enfants. Moins d'un mois après, ils sont revenus tous. Quand vous avez ça, vous avez un sujet de perte de sommeil. Comment les enfants peuvent sortir du milieu carcéral, aller dans la communauté, pas qu'on les a chassés. Ils ont encore versé dans la délinquance et on les a repris, ils sont retournés en prison. Nous avons ce problème de réinsertion des enfants qui ont été en contact avec la loi et c'est un sujet de préoccupation. Le dernier élément, c'est les nouvelles formes de vulnérabilité qu'on ne connaissait pas avant. Par exemple, il y a une forme qui est toujours déplorable. Ce sont ces enfants qui grandissent en prison parce que les mamans les ont amenés. Les mamans s'accrochent sur les pauvres enfants pour dire que vous m'enlevez mon enfant, je vais le tuer. Je n'ai personne. À ce moment-là, ces enfants-là ont quel statut? Nous avons ces préoccupations-là et les nouvelles formes que vous connaissez, les enfants associés au groupe de forces armées, des enfants déplacés, non accompagnés, qu'il faut prendre en charge. Heureusement, il y a un certain nombre d'efforts qui sont faits et je voulais, peut-être parce que je ne voulais pas, après la dernière projection, je voudrais très modestement dire à titre personnel ma satisfaction et ma fierté d'avoir les enfants camerounais. Je peux vous le dire parce que j'ai la chance de fréquenter d'autres pays aussi. Lorsque je vous vois, je me demande, on a encore besoin de quoi? La petite fille qui a parlé, j'étais avec elle à New York, elle était au panel. Il y avait 5 pays dans le panel mondial. Celle qui était là, elle a 13 ans. Elle a grade de seconde C à Garoua. 13 ans seconde C. On demande encore quoi? Lorsque je vous le cas, je pose la question, qu'est-ce que les enfants camerounais demandent? Ils demandent simplement à être rassurés, sécurisés et qu'ils se sentent en confiance parce que la matière est là. Je voudrais seulement vous inviter, peut-être pas seulement à nous regarder, mais commencer aussi à aider le locomotive pour les autres enfants parce que je suis sûr que certains messages qui passeraient par vous. Nous l'avons déjà essayé avec l'UNICEF, avec la formation des pères éducateurs qui prennent leur destin en main, leur mission en main, qui deviennent ce que vous avez vu là, beaucoup sont des pères éducateurs. Lorsque les responsabilités sont confiées aux enfants, véritablement de manière surprenante, mais positivement, ils prennent ces responsabilités-là. Vraiment, je vous invite, vous, à être également des locomotives, pas nos relais, parce que nous ne sommes pas des détenteurs dans certains pouvoirs, mais des locomotives avec ce que vous avez comme ressources, énergie, intelligence et tout ce qui est compliqué pour nous autres de la vieille génération, c'est vous qui l'avez à nous. C'est peut-être l'arbre qui cache la forêt, mais bon, je viendrai vous rendre visite comme vous l'avez suggéré de façon officielle pour prendre une broussaille autour de la forêt. Mais si on commence à voir les arbres, ça veut dire qu'il y a plus de forêt. C'est peut-être l'orée de la forêt, on est encore dans la savane ou dans la clairière. On ne peut pas imaginer, mais si on commence à voir les arbres, on ne peut pas imaginer que oui, ces arbres-là sont là, mais il y avait la forêt avant. Non, on voit d'abord les arbres, on se dit, heureusement, il y a déjà des arbres. On finira la discussion. Merci, Florian, c'est pour ça que je pense qu'on peut s'applaudir.
Sonia, merci Muriel, merci Olive. Le temps est passé, je pense qu'on a même débordé. Nous allons donc passer à la proclamation des résultats du concours. Je dois dire ma satisfaction d'avoir eu comme membre du jury des éminentes personnalités, d'abord qui avaient les responsables de l'UNICEF qui s'y sont employés, 2 nuits entières. Il y avait Paul Joël Kamchan qui est la douane, qui est formateur PIC, comme vous le savez. Il y avait Paola Nuné, qui est une journaliste et qui est administrateur du site célèbre Médiature. Il y avait Darius Dada, qui est un artiste plurimédia, formateur en images et en vidéo, qui s'occupait de Rich Media. Et donc toutes ces personnes ont travaillé d'arrache-pied pendant 2 nuits pour révéler les noms des lauréats. Je dois vous avouer que c'est ce petit matin, autour de 3 heures, que nous avons eu les résultats. Et il a fallu contacter rapidement les gagnants, dont certains ne font pas partie de la ville de Yaoundé, pour qu'ils empruntent les premiers transports rapidement. Je dois aussi avouer que nous avons respecté la déontologie et l'éthique de l'UNICEF qui nous a demandé de garder secret le résultat jusqu'à cette heure précise. Donc, l'ABC, l'association des blogueurs du Cameroun, n'a pas participé au jury, et heureusement, parce que certains membres de l'association ont été des compétiteurs. Cela nous a permis d'être transparents jusqu'au bout. Alors, ça a été très serré, évidemment. Si vous allez sur notre Twitter ou sur notre page Facebook, vous avez la notation de tous ceux qui ont participé, note par note jusqu'au bout, avec la moyenne générale, donc tout est transparent. Pour ne pas abuser du temps de monsieur le représentant de l'UNICEF au Cameroun, l'UNICEF qui offre ses lots, du matériel informatique, notamment un ordinateur dernière génération pour le premier, des smartphones pour le deuxième, le troisième et le premier prix féminin. Parce que je dois dire qu'à ma grande surprise, jusqu'au numéro 5, ce ne sont que des hommes. On aurait voulu tricher pour avoir des femmes, mais ce n'était pas possible. Le jury a été très pointu là-dessus. Ce qui nous donne les résultats suivants dans le désordre, puisqu'on va commencer du numéro 3 au numéro 1. Troisième, avec une moyenne de 14,6 sur 20, il reçoit la médaille de bronze et les félicitations du jury. C'est monsieur Foto Fonkam, s'il vous plaît, le prix est remis par Jacques Royer. Foto qui vient prendre la photo à côté de monsieur le représentant, en respectant la distanciation sociale. mais la photo quand même. Est-ce qu'on peut applaudir monsieur Foto? Il ne repart pas une main vide parce que l'UNICEF a également pensé à offrir un cadeau soit à madame, soit à maman. Voilà. On peut applaudir Foto. Monsieur le représentant, je vais vous prier de rester encore avec vous. Pour le numéro 2, he's coming far away from Bameda. He's the second of our competition. His name is Bois Emmanuel with an average of 14.8. On peut l'appeler s'il vous plaît. Emmanuel Bois, voilà, qui nous vient du nord-ouest. Applaudissements pour lui s'il vous plaît. Thank you very much, Mr. Bois. Bon, je voudrais remettre le premier prix féminin. Elle n'a pas pu faire le déplacement, donc Olive va se faire son ambassadrice. Alors, le premier prix féminin en réalité se trouve être classé 7e avec une moyenne de 13,2, mais c'est la première femme qui a également un smartphone.
Et elle nous vient de Douala. Elle est empêchée, elle s'excuse. C'est Mademoiselle Suzanne Vin, représentée par Olive. C'est moi qui ai remis le paquet. Je vous tenais la photo avec le représentant. Voilà. Et tout le monde est curieux de savoir qui est le gagnant de ce précieux lot qui va permettre à ce journaliste et à ce blogueur de continuer d'écrire des articles pour les enfants. Merci à l'UNICEF vraiment d'encourager la formation TIC et la promotion de la visibilité et surtout la documentation de ce qui se fait pour la lutte, pour la protection et la défense des enfants sur le terrain. Vous savez, un ordinateur, c'est le premier outil du blogueur ou du journaliste. Et celui qui n'a pas ou un smartphone ou un ordinateur est un analphabète. Mais parfois, c'est souvent juste une question de moyens. Alors, je voudrais qu'on félicite ensemble le premier. Le jury a quasiment été unanime sur ses notes. Il nous a écrit un billet qui s'appelle Déboire et Espoir. Je vous invite à aller lire ce billet qui gagne la médaille d'or et surtout la moyenne générale de 15 sur 20. Il nous vient de Douala, c'est un journaliste environnementaliste qui anime le site Biocamer. Il s'appelle Mathias Mwende Zamo, s'il vous plaît. Il est parti très tôt le matin. Applaudissez plus fort pour lui. Monsieur le représentant, si nous sommes arrivés à la fin de la cérémonie, monsieur le directeur, merci d'avoir fait le déplacement en temps pluvieux ici à l'association des blogueurs du Cameroun. Je ne sais pas si vous avez un tout petit mot pour les blogueurs et pour... Donc, je m'adresse à tous les blogueurs, pas uniquement à ceux qui ont gagné le prix, mais j'aurais peut-être un premier mot pour ceux qui ont eu le prix. Toutes mes félicitations pour d'abord avoir participé et avoir gagné ces différents prix. Je sais que les lots qui nous ont été offerts vont nous être utiles avec les enfants et pour tous les autres, pour ceux qui sont présents ici, un grand merci pour tout le travail que vous effectuez au quotidien, et notamment en faveur de la promotion du respect de la réalisation des droits de l'enfant au Cameroun. L'échange que vous avez eu avec le directeur du MINAS, ils ont éclairé sur l'action gouvernementale qui est menée en faveur des droits de l'enfant. Cette action nous a été soutenue par l'organisation que je représente, à savoir l'UNICEF, parce que nous avons tous le même intérêt à voir aucun évanouissement dans le respect des droits de tous les enfants du monde sur l'échelle camerounaise. Et nous essayons d'apporter chacun à notre niveau, notre sphère. Et je vous invite dans cette pierre que vous apportez aussi à ce que les droits des enfants soient réalisés. C'est un travail de longue haleine. La responsabilité première du respect des droits de l'enfant relève certainement des parents, mais chacun à notre niveau, l'État, les partenaires, l'ensemble de la société civile dont vous faites partie, nous avons notre rôle à jouer et je pense que nous le jouons, bien sûr avec les moyens qui sont les nôtres, mais nous contribuons quand même à l'avancement de la société et à l'avancement des droits de l'enfant. Merci, monsieur le représentant. Monsieur le directeur, un dernier mot pour nous. Je voudrais simplement vous remercier pour cette opportunité que vous nous avez offerte. J'avoue que je venais, je ne savais pas que j'allais rencontrer des pointures si fortes. Je dois les encourager. Vous dis merci parce que le plus souvent il nous manque cette occasion d'avoir l'appréciation de ce que nous faisons, de savoir où sont les pays, là où il y a des choses à améliorer. Merci beaucoup. J'ai fait ça en projet. Je leur fais une très bonne fête. Et surtout espérer que d'autres occasions vont se présenter à nous. Pourquoi ne pas dire merci à notre partenaire de toujours, c'est-à-dire l'UNICEF, avec qui
nous cheminons depuis l'année d'État et qui, je vais vous dire quelque chose, mais qui va au-delà souvent, peut-être de ce qui est même attendu de l'UNICEF pour le bonheur des enfants et du Cameroun. Merci encore, chers partenaires, et à vous qui nous avez invités. Merci beaucoup. Merci. Voilà, alors, monsieur, quand vous avez dit que toute occasion au Cameroun est une occasion festive, je voudrais vous inviter au nom de l'UNICEF, à votre nom propre et au nom de l'association des blogueurs, de bien vouloir prendre un verre avant de partir. Yeah.